quelques jours, en compagnie de Mireille Naturel, qui sera donc notre invitée à partir de 15h, j'ai eu la chance de pouvoir accompagner à Illiers-Combray tout un groupe de visiteurs choisis dans le cadre de nos escapades avec Voyage à la Une. Le temps était superbe, on était dans ce perche au paysage si dense, si généreux, et le moins qu'on puisse dire est que la promenade a été réussie. Comme à chaque fois que j'arrive à Illiers, j'ai le sentiment troublant d'entrer dans l'œuvre, de traverser la page, si vous voulez, pour découvrir grandeur nature le village de Combray, tel que Proust le décrit lui-même, et d'une certaine manière, parce que la visite à Illiers réactive toutes sortes de souvenirs de lecture mal enfouis, c'est une expérience de réminiscence proustienne qui s'impose à celui qui visite Combray. Vous savez ce que c'est que la réminiscence? J'ai pas besoin de vous relire le passage de la petite Madeleine. Oh si, je pense qu'après tout, ça fera pas de mal. Il y avait déjà bien des années que de Combray, tout ce qui n'était pas le théâtre et le drame de mon coucher n'existait plus pour moi. Quand un jour d'hiver, comme je rentrais à la maison, ma mère, voyant que j'avais froid, me proposa de me faire prendre contre mon habitude un peu de thé. Je refusai d'abord et, je ne sais pourquoi, me ravisai. Elle envoya chercher un de ces gâteaux courts et dodus appelés Petite Madeleine, qui semble avoir été moulé dans la valve rainurée d'une coquille Saint-Jacques. Et bientôt, machinalement, accablé par la morne journée et la perspective d'un triste lendemain, je portais à mes lèvres une cuillerée de thé où j'avais laissé s'amollir un morceau de madeleine. Mais à l'instant même où la gorgée mêlée des miettes du gâteau toucha mon palais, je tressaillis, attentif à ce qui se passait d'extraordinaire en moi. Un plaisir délicieux m'avait envahi, isolé, sans la notion de sa cause. Il m'avait aussitôt rendu les vicissitudes de la vie indifférentes, ses désastres inoffensifs, sa brièveté illusoire, de la même façon qu'opère l'amour, en me remplissant d'une essence précieuse, ou plutôt, cette essence n'était pas en moi, elle était moi. J'avais cessé de me sentir médiocre contingent mortel. D'où avait pu me venir cette puissante joie? Je sentais qu'elle était liée au goût du thé et du gâteau, mais qu'elle le dépassait infiniment, ne devait pas être de même nature. D'où venait-elle? Que signifiait-elle? Où l'appréhender? Voilà posée la question centrale de cette longue quête dont vous comprenez mieux maintenant qu'elle s'intitule « À la recherche du temps perdu ». Proust retrouve en quelque sorte le temps grâce à la réminiscence. Dans ce texte dont je vous parlais tout à l'heure là dans l'introduction sur la lecture et qui depuis longtemps a fait l'objet de tirés à part, Proust qui pour une fois ne s'abrite pas derrière la mémoire diffractée, remaniée, kaléidoscopique de son fameux narrateur, Proust, à visage découvert, si j'ose dire, nous livre quelques souvenirs d'enfance de cette maison de famille, maison des vacances de Pâques, sise à 2 pas de l'ancienne épicerie Proust, où était né son père, le futur professeur en médecine, grand hygiéniste parisien, le professeur Proust. Je cite justement ce beau texte. Il n'y a peut-être pas de jour de notre enfance que nous ayons si pleinement vécu que ceux que nous avons cru laisser sans les vivre, ceux que nous avons passés avec un livre préféré. Qui ne se souvient comme moi de ces lectures faites au temps des vacances, qu'on allait cacher successivement dans toutes celles des heures du jour qui étaient assez paisibles et assez inviolables pour pouvoir leur donner asile. Le matin, en rentrant du parc, quand tout le monde était parti faire une promenade, je me glissais dans la salle à manger où, jusqu'à l'heure encore lointaine du déjeuner, personne n'entrerait que la vieille Félicie relativement silencieuse, et où je n'aurais pour compagnon, très respectueux de la lecture, que les assiettes peintes accrochées au mur, le calendrier dont la feuille de la veille avait été fraîchement arrachée, la pendule et le feu qui parlent sans demander qu'on leur réponde, et dont les doux propos vides de sens ne viennent pas comme les paroles des hommes en substituer indifférent à celui des mots que vous lisez. Je m'installais sur une chaise, près du petit feu de bois dont, pendant le déjeuner, l'oncle matinal et jardinier dirait « Il ne fait pas de mal, on supporte très bien un peu de feu. Je vous assure qu'à 6 heures, il faisait joliment froid dans le potager, et dire que c'est dans 8 jours Pâques. » Avant le déjeuner qui, hélas, mettrait fin à la lecture, on avait encore 2 grandes heures. De temps en temps,
On entendait le bruit de la pompe d'où l'eau allait découler et qui vous faisait lever les yeux vers elle et la regarder à travers la fenêtre fermée, là, tout près, dans l'unique allée du jardinet qui bordait de briques et de faïences en demi-lune ces plates-bandes de pensées. Des pensées cueillies, semblait-il, dans ces ciels trop beaux, ces ciels versicolores et comme reflétés des vitraux de l'église qu'on voyait parfois entre les toits du village, ciels tristes qui apparaissaient avant les orages ou après, trop tard, quand la journée allait finir. Malheureusement, la cuisinière venait longtemps d'avance mettre le couvert. Si encore elle l'avait mis sans parler, mais elle croyait devoir dire « Vous n'êtes pas bien comme cela, si je vous approchais une table ?» Et rien que pour répondre « Non, merci bien », il fallait arrêter net et ramener de loin sa voix qui, en dedans des lèvres, répétait sans bruit en courant tous les mots que les yeux avaient lus. Il fallait l'arrêter, la faire sortir et, pour dire convenablement non, merci bien, lui donner une apparence de vie ordinaire, une intonation de réponse qu'elle avait perdue. L'heure passait, souvent, longtemps avant le déjeuner, commençaient à arriver dans la salle à manger ceux qui, étant fatigués, avaient abrégé la promenade, avaient pris par mes églises, ou ceux qui n'étaient pas sortis ce matin-là, ayant à écrire. Quelques-uns, sans plus attendre, s'asseyaient d'avance à table, à leur place. Cela, c'était la désolation. Car ce serait d'un mauvais exemple pour les autres arrivants, aller faire croire qu'il était déjà midi et prononcer trop tôt à mes parents la parole fatale « Allons, ferme ton livre, on va déjeuner ». Eh bien le voilà, l'humour de Proust au détour de ces phrases pleines d'une vie restituée intacte, au détour de ces notations à la fois amères et tendres, fruit d'une imprégnation de la plaque sensible, je devrais dire ultra-sensible d'un regard d'enfant. Quelques années plus tard, dans ce Combray qui va servir à la recherche de chapitre inaugural, Hillier reparaîtra muet, digéré, transcendé peut-être, mais plus vivant que jamais. Aujourd'hui avec vous Franck Ferrand, nous prenons la direction de la Beauce de Marcel Proust, la Beauce source d'inspiration pour l'auteur, et vous allez nous parler d'Hillier ou de Combray, enfin comment faut-il appeler cette ville? Alors la ville s'appelle Hillier, dans la recherche du temps perdu elle est transformée, transcendée si je puis dire en Combray, et il se trouve qu'en 1971 le Conseil d'État a autorisé le conseil municipal d'Hillier à adjoindre le nom romanesque au nom de la commune, donc désormais c'est Hillier-Combray. Exactement. En Eure-et-Loire, me semble-t-il. Exactement. Je cite Laure Hillerin dans le chapitre qu'elle consacre justement à Combray dans son recueil paru chez Flammarion, Proust pour rire. Combray, nous dit-elle, est le décor du premier tome de la recherche, incontestablement, dans cette petite ville formant une société casanière et étriquée, où chacun est à jamais classé suivant les revenus qu'on lui connaît comme dans une caste indienne, disait Proust. Le narrateur met en scène toute une gamme de personnages et de menus faits de la vie quotidienne dont il dévoile les ressorts secrets à la lumière d'un humour nostalgique et clairvoyant. La famille du narrateur est hébergée chez la célèbre tante Léonie, sœur du grand-père du petit Marcel et veuve de l'oncle Octave. Alors, qui est-elle cette tante Léonie? C'est une vieille femme insignifiante en apparence, mais en apparence seulement. Une vieille dame qui ne sort jamais de sa chambre, qui quitte rarement son lit, mais sait pratiquer l'immobilisme avec assez de tyrannie pour que finisse par tourner autour d'elle la vie de la maison et, pourquoi pas même, la vie du bourg tout entier. Je cite Marcel Proust. Dans l'inertie absolue où elle vivait, elle prêtait à ses moindres sensations une importance extraordinaire. Elle les douait d'une motilité qui lui rendait difficile de les garder pour elle et à défaut de confidents à qui les communiquer, elle les annonçait à elle-même en un perpétuel monologue qui était sa seule forme d'activité. Malheureusement, ayant pris l'habitude de penser tout haut, elle ne faisait pas toujours attention à ce qu'il n'y eût personne dans la chambre voisine, et je l'entendais souvent se dire à elle-même « Il faut que je me rappelle bien que je n'ai pas dormi », car ne jamais dormir était sa grande prétention, dont notre langage à tous gardait le respect et la trace. Le matin, Françoise, Françoise c'est un peu la femme de charge de la maison, c'est la bonne si vous voulez, Françoise ne venait pas l'éveiller, mais entrait chez elle. Quand ma tante voulait faire un somme dans la journée, on disait qu'elle voulait réfléchir ou reposer, et quand il lui arrivait de s'oublier en causant jusqu'à dire « ce qui m'a réveillé » ou « j'ai rêvé que », elle rougissait et se reprenait au plus vite.
Ainsi passait, dit plus loin le narrateur, ainsi passait la vie pour ma tante Léonie, toujours identique dans la douce uniformité de ce qu'elle appelait avec un dédain affecté et une tendresse profonde, son petit train-train, préservé par tout le monde, non seulement à la maison où chacun, ayant éprouvé l'inutilité de lui conseiller une meilleure hygiène, s'était peu à peu résigné à le respecter, mais même dans le village où, à 3 rues de nous, l'emballeur, avant de clouer ses caisses, faisait demander à Françoise si ma tante ne reposait pas. Ce train-train fut pourtant troublé une fois cette année-là. Ah oui, parce que néanmoins, dans cette espèce d'immobilité sans événement, se produisent parfois de petits événements que le cadre même de Combray finit par rendre très saillants. Alors il faut évoquer bien sûr cette fameuse Françoise dont je vous parlais à l'instant, qui est un peu, disons-le, l'âme de la maison de Combray. Quand Françoise, raconte toujours notre narrateur, quand Françoise, après avoir veillé à ce que mes parents eussent tout ce qu'il leur fallait, remontait une première fois chez ma tante pour lui donner sa pepsine et lui demander ce qu'elle prendrait pour déjeuner, il était bien rare qu'il ne fallût pas donner déjà son avis ou fournir des explications sur quelque événement d'importance. Françoise, imaginez-vous que Madame Goupy ait passé plus d'1 quart d'heure en retard pour aller chercher sa sœur. Pour peu qu'elle s'attarde sur son chemin, cela ne me surprendrait point qu'elle arrive après l'élévation. Il n'y aurait rien d'étonnant, répondait Françoise. Françoise, vous seriez venue 5 minutes plus tôt, vous auriez vu passer Madame Imbert qui tenait des asperges 2 fois grosses comme celles de la mère Callot. Tâchez donc de savoir par sa bonne où elle les a eues. Vous qui cette année nous mettez des asperges à toutes les sauces, vous auriez pu en prendre de pareilles pour nos voyageurs. Il n'y aurait rien d'étonnant qu'elles viennent de chez monsieur le curé, disait Françoise. Ah, je vous crois bien, ma pauvre Françoise, répondait ma tante en haussant les épaules. Chez monsieur le curé. Vous savez bien qu'il ne fait pousser que de petites méchantes asperges de rien. Je vous dis que celle-là était grosse comme le bras, pas comme le vôtre, bien sûr, mais comme mon pauvre bras qui a encore tant maigri cette année. Françoise, vous n'avez pas entendu ce carillon qui m'a cassé la tête? Oh non, Madame Octave. Ah, ma pauvre fille, il faut que vous l'ayez solide, votre tête. Vous pouvez remercier le bon Dieu. C'était la Maglone qui était venue chercher le docteur Pipereau. Il est ressorti tout de suite avec elle et ils ont tourné par la rue de l'Oiseau. Il faut qu'il y ait quelque enfant de malade. Et là, mon Dieu, soupirait Françoise, qui ne pouvait pas entendre parler d'un malheur arrivé à un inconnu, même dans une partie du monde éloigné, sans commencer à gémir. Françoise, mais pour qui donc a-t-on sonné la cloche des morts? Ah, mon Dieu, ce sera pour Madame Rousseau. Voilà-t-il pas que j'avais oublié qu'elle a passé l'autre nuit? Il est temps que le bon Dieu me rappelle, je ne sais plus ce que fait ma tête depuis la mort de mon pauvre Octave. Mais je vous fais perdre mon temps, ma fille. Mais non, Madame Octave, mon temps n'est pas si cher. Celui qui l'a fait ne nous l'a pas vendu. Je vais seulement voir si mon feu ne s'éteint pas. Ainsi, Françoise et ma tante appréciaient-elles ensemble, au cours de cette séance matinale, les premiers événements du jour, mais quelquefois ces événements revêtaient un caractère si mystérieux et si grave que ma tante sentait qu'elle ne pourrait pas attendre le moment où Françoise monterait, et 4 coups de sonnette formidables retentissaient alors dans la maison. Voilà, on rappelle, Franck, à nos auditeurs qu'ils peuvent nous retrouver sur la page Facebook de l'émission Au cœur de l'histoire et sur Twitter avec le hashtag ACDH. D'ailleurs, si vous avez des photos peut-être de cette époque, vous avez peut-être archivé des documents intéressants, n'hésitez pas donc à nous les envoyer. Je voudrais ouvrir maintenant l'ouvrage de notre ami Hippolyte Wouters, L'humour du côté de chez Proust, et évoquer ce qui fait peut-être le sel même de la recherche, ce qui en tout cas est souvent l'occasion des notations les plus humoristiques de Marcel Proust, c'est-à-dire le snobisme. Un snobisme qu'on apprendra à découvrir, bien entendu, du côté de Guermantes, lorsque plus tard le narrateur se promènera dans la haute société parisienne, mais un snobisme qui n'est pas absent de notre petit village de Combray, loin de là. Le type même de ce snob, nous dit Hippolyte Wouters, est un certain Legrandin, honorable bourgeois dont la sœur a fait un mariage aristocratique et qui ne vit que par capillarité sociale ascensionnelle. Je suis pas sûr que Proust aurait certifié cette définition. Il suffit de le voir lors de la messe du dimanche à Combray s'agiter à l'occasion de la visite impromptue d'une marquise du voisinage. Et là, Hippolyte cite Proust, bien sûr.
La figure de Legrandin exprimait une animation, un zèle extraordinaire. Il fit un profond salut avec un renversement secondaire en arrière qui ramena brusquement son dos au-delà de la position de départ et qu'avait dû lui apprendre le mari de sa sœur, Madame de Cambremer. Ce redressement rapide fit refluer en une sorte d'onde fougueuse et musclée la croupe de Legrandin que je ne supposais pas si charnue et qu'un empressement plein de bassesse fouettait en tempête. Cette dame le pria de dire quelque chose à son cocher et tandis qu'il allait jusqu'à la voiture, l'empreinte de joie timide et dévouée que la présentation avait marquée sur son visage y persistait encore. Ravi dans une sorte de rêve, il souriait, puis il revint vers la dame en se hâtant, et comme il marchait plus vite qu'il en avait l'habitude, ses deux épaules oscillaient de droite et de gauche ridiculement, et il avait l'air, tant il s'y adonnait entièrement, n'ayant pas le souci du reste, d'être le jouet inerte et mécanique du bonheur. Un jour, le jeune Marcel demande à Legrandin s'il connaît le duc de Guermantes. Réponse. Mais à ce nom de Guermantes, je vis au milieu des yeux bleus de notre ami se ficher une petite encoche brune, comme s'il venait d'être percé par une pointe invisible, tandis que le reste de la prunelle réagissait en sécrétant des flots d'azur. Le cerne de sa paupière noircie s'abaissa, et sa bouche marquée d'un pli amer, se ressaisissant plus vite, sourit, tandis que le regard restait douloureux, comme celui d'un beau martyr dont le corps est hérissé de flèches. « Non, je ne les connais pas, dit-il, mais au lieu de donner un renseignement aussi simple à une réponse aussi peu surprenante, le ton naturel et courant qui convenait, il le débita en appuyant sur les mots, en s'inclinant, en saluant de la tête, à la fois avec l'insistance qu'on apporte pour être cru à une information invraisemblable, comme si ce fait qu'il ne connût pas les Guermantes ne pouvait être l'effet que d'un hasard singulier, et aussi avec l'emphase de quelqu'un qui, ne pouvant pas taire une situation qui lui est pénible, préfère la proclamer pour donner aux autres l'idée que l'aveu qu'il fait ne lui cause aucun embarras, est facile, agréable, spontané, que la situation elle-même, l'absence de relation avec les Guermantes pourrait bien avoir été non pas subie mais voulue par lui, résulter de quelques traditions de famille, principes de morale ou vœux mystiques lui interdisant nommément la fréquentation des Guermantes. Non, reprit-il, expliquant par ses paroles sa propre intonation, non, je ne les connais pas, je n'ai jamais voulu, j'ai toujours tenu à sauvegarder ma pleine indépendance. Au fond, je suis une tête jacobine, vous savez. Beaucoup de gens sont venus à la rescousse. On me disait que j'avais tort de ne pas aller à Guermantes, que je me donnais l'air d'un malotru, d'un vieil ours. Mais voilà une réputation qui n'est pas pour m'effrayer. Elle est si vraie. Au fond, je n'aime plus au monde que quelques églises, 2 ou 3 livres à peine davantage de tableaux, et le clair de lune quand la brise de votre jeunesse apporte jusqu'à moi l'odeur des parterres que mes vieilles prunelles ne distinguent plus. Je ne comprenais pas bien que, pour aller chez des gens qu'on ne connaît pas, il fût nécessaire de tenir à son indépendance et en quoi cela pouvait donner l'air d'un sauvage ou d'un ours. Mais ce que je comprenais, c'est que Legrandin n'était pas tout à fait véridique quand il disait n'aimer que les églises, le clair de lune et la jeunesse. Il aimait beaucoup les gens des châteaux et se trouvait pris devant eux d'une si grande peur de leur déplaire qu'il n'osait leur laisser voir qu'il avait pour amis des bourgeois, des fils de notaires ou d'agents de change, préférant, si la vérité devait se découvrir, que ce fût en son absence, loin de lui, et par défaut. Il était snob. Tout est dit. Qui a dit que Proust n'était pas drôle? Proust pas drôle? S'exclame d'ailleurs Éric Orsena. Allons donc. Voici Madame Verdurin, future duchesse. Voici Norpois, l'incarnation savoureuse du diplomate, si confit de lui-même et de son intelligence autoproclamée. Cette même intelligence qui négociera des traités de Versailles, père de prochaine guerre mondiale. Voici Cottard, médecin sorti tout chaud de Molière, aussi sentencieux que proverbial et tueur de malades. Voici surtout peut-être ces plongées vertigineuses dans les mécaniques de l'âme. Je suis sûr que vous avez oublié le détail des folles constructions de Swann lorsqu'il se voit délaissé par Odette.
replongez-vous-y, vous aurez honte de vos petites jalousies à vous, tellement moins inventives que celles comptées par Proust, tellement moins savoureuses, dit Éric Orsena. Oui, soyez jaloux que diable, inventez-vous de vraies douleurs. Le plus souvent, vous constaterez avec délice et peut-être soulagement qu'elles sont fondées, et cette étrange bâtisse qu'on appelle votre couple s'en trouvera conforté. À défaut, maître Vouters se prendra soin, au mieux, de vos intérêts. Bonjour Hippolyte Vouters. Bonjour Franck Ferrand. Merci beaucoup d'être venu de Bruxelles, en faisant un détour par l'île de Ré, si j'ai bien compris, Oui. pour nous parler de Proust et de cet humour que vous avez été traqué dans une œuvre profuse. Aujourd'hui, c'est de l'humour proustien dont il est question et Franck, vous avez invité Hippolyte Vouters, auteur de l'humour du côté de chez Proust aux éditions Glyph. Oui, c'est curieux toute cette, cette série d'ouvrages sur l'humour proustien qui paraissent en même temps. C'est un peu le principe de Teilhard de Chardin. Les idées apparaissent dans plusieurs esprits en même temps, Hippolyte Vouters. Je veux dire que moi, il y a longtemps que je je suis témoin. Porte. Ah, vous êtes témoin. Oui, je ne suis pas le dernier à l'avoir évoqué. Je me suis battu contre beaucoup de gens qui ne trouvaient chez Proust aucun humour. C'est un peu comme si je reparlais de Bédouins au pôle Nord. Que ce soit, il y a des gens qui aiment Proust ou qui n'aiment pas Proust ou qui ne connaissent pas Proust. Je me rappelle d'ailleurs un jour que j'avais fait une conférence sur l'humour chez Proust. Il y avait une dame qui est venue chez moi et qui m'a dit « Oh, Proust, quel auteur merveilleux !» et Madeleine, quelle héroïne charmante. Alors je lui ai dit « Est-ce que je la trompe ou est-ce que je la détrompe ?» Elle dit « Je vais la tromper. » Je lui ai dit « Ben oui, effectivement, madame, c'était une héroïne pleine de bonté. » Et de tendresse, pour ne pas dire de tendreté en l'occurrence. De tendreté. Alors, Hippolyte, le snobisme est au cœur de l'humour proustien, incontestablement. Là, nous avons vu la version provinciale, un peu moche du snobisme, oui. Celle de Le Grandin. Il en existe d'autres dans la recherche, bien entendu. Ah ben oui. Il faut dire que le snobisme est effectivement un petit peu la pointe de son humour d'observation. Parce que le snobisme, c'est un révélateur puissant de l'âme humaine. D'une certaine manière, c'est du moins pur. Un snob ne veut pas devenir riche pour vivre plus confortablement. Il veut gagner de l'argent pour montrer aux gens qu'il est riche. Et peut-être mieux encore, pour faire oublier qu'il est riche. Parce qu'il y a beaucoup, bien entendu, de riches qui se sentent un peu frustrés de n'être considérés que comme tels. Ça, c'est le snobisme. C'est du moins pur. Alors, il y a dans le snobisme ascendant et le snobisme descendant. Le rêve d'une société plus élégante, plus élevée. Oui, c'est-à-dire qu'il y a l'attitude de ceux qui se considèrent comme supérieurs et puis l'attitude de ceux qui se considèrent comme inférieurs à l'égard de leurs supérieurs. Ça, c'est le Grandin. Ça, c'est le Grandin. Et il y a ceux qui pratiquent d'ailleurs les deux snobismes à la fois quand ils se trouvent au milieu de l'échelle sociale. Il n'y a pas que le snobisme social. Il y a aussi le snobisme culturel. Il y a le snobisme... Ça, c'est Madame Verdurin. Madame Verdurin. Vous avez le snobisme des classes populaires. Vous avez Françoise. Vous avez le maître d'hôtel du Grand Hôtel de Balbec. Ce snobisme est une vertu, une qualité ou une caractéristique qui se manifeste sous toutes les latitudes et dans toutes les couches sociales. Chateaubriand disait d'ailleurs que pour lui, le pays le plus snob a été les États-Unis. Parce que plus un pays est égalitaire et démocratique, plus le snobisme peut se manifester. En Inde, chacun est dans sa casse, il n'en sort pas. Par conséquent, le snobisme n'existe pas. Oui, c'est la mobilité sociale qui crée le snobisme. Fait que chacun veut se manifester ou se distinguer par des petites choses qui montrent qu'il est mieux que ses voisins, par exemple. Alors, le Grandin, qui est une version très caricaturale d'un certain nombre des aspirations du narrateur lui-même, le Grandin est fasciné par les Guermantes et par le monde de l'aristocratie, par ce qu'on appelle le côté de Guermantes, lorsqu'on est à Combray. À propos de Le Grandin, justement, puisque vous en avez parlé, je pourrais peut-être, si vous voulez, terminer votre analyse sur Le Grandin, toujours bien entendu par Proust interposé. Quand Le Grandin sort de la grand-messe de Combray avec la marquise d'un village voisin, il se trouve à devoir croiser les Proust qu'il ne peut pas ne pas saluer, puisqu'il les connaît depuis toujours. Enfin, la famille du narrateur. Voilà, la famille du narrateur, oui. Alors, il veut donc leur dire bonjour et ne pas le montrer à la marquise. Alors voilà comment il va faire pour résoudre cette quadrature du cercle. Il passa contre nous, ne s'interrompit pas de parler à sa voisine, et nous fit du coin de son œil bleu un petit signe, en quelque sorte intérieur aux paupières,
et qui, n'intéressant pas les muscles de son visage, put passer parfaitement inaperçu de son interlocutrice. Mais, cherchant à compenser par l'intensité du sentiment, le champ un peu étroit où il en circonscrivait l'expression, dans ce coin d'azur qui nous était affecté, il fit pétiller tout l'entrain de la bonne grâce qui dépassa l'enjouement, frisa la malice. Il subtilisa les finesses de l'amabilité jusqu'au clignement de la connivence, au demi-mot ou sous-entendu, au mystère de la complicité, et finalement exalta les assurances d'amitié jusqu'aux protestations de tendresse, jusqu'à la déclaration d'amour, illuminant alors pour nous seuls, d'une langueur secrète et invisible à la châtelaine, une prunelle énamourée dans un visage de glace. Une prunelle énamourée dans un visage de glace. Une des plus jolies expressions. C'est formidable. Et d'où Proust tire-t-il, d'après vous, ces trouvailles comme ça? En fait, il creuse les idées. Il ne les laisse jamais à mi-chemin, si je puis dire. Il va très loin. Il approfondit. Il développe. Il étoile, comme disait Roland Barthes. Et puis, petit à petit, le sens s'impose. Il arrive tout seul, en fait. C'est ça, l'intelligence proustienne. Vous parlez de l'humour chez Proust. On se rend compte très souvent que ce qui provoque, sinon l'hilarité, du moins le sourire chez le lecteur, vient de l'extrême intelligence de ce qu'il lit, plus peut-être même que de l'humour qui s'y trouve dissimulé. C'est l'intelligence même de Proust qui fait sourire. Je vais vous dire pourquoi. Et ce qui fait rire dans Proust, c'est qu'il nous déshabille tellement qu'on sourit peut-être soulagé de se rendre compte, de se dire qu'avec un peu de chance, tout cela restera un secret entre nous et nous. Voilà. Ouh là là, les autres ne le sauront pas. Et alors, c'est Revel qui disait ça. Je trouve que c'était une belle phrase. Détecteur hautement précis des traces de snobisme les plus faibles répandues dans la nature, que ce soit à l'état cristallisé, fossilisé, fluide ou gazeux, Proust en perçoit l'ubiquité, les mimiques et les ramifications. Partout où sa sensibilité, son œil pénètre chez les gens qui le regardent, c'est le réduit obscur où palpite le secret de leurs grimaces. Tellement joli, ça. Ouais. Et alors, il faut dire que vous citez de mémoire Hippolyte Wouters. Vous connaissez beaucoup de pages de Proust, hein, et là, en l'occurrence, de Revel. Mais... Je ne les étudie jamais. C'est à force de les relire que je finis par les connaître. Par les savoir. C'est assez merveilleux. On peut dire, donc, pour clore le chapitre du snobisme, qu'il n'y a pas qu'un snobisme ascensionnel. Vous nous parlez aussi du snobisme des grands, qui font semblant d'être tellement simples. Ça, c'est merveilleux. Oui, les Guermantes, quand ils veulent être simples, ils sont extraordinaires. Bon, il y a beaucoup d'exemples, hein. Il y a la princesse de Parme, il y a la duchesse, ou je sais plus, la Parisis. Oui, avec Madame de Paris, c'est merveilleux, ça, c'est dans les jeunes filles en fleurs. Ils font des efforts désespérés pour avoir l'air de se mettre au même niveau. Où tout ça sent évidemment le chiquet. Et sans jamais pouvoir retenir le nom des gens. Oui. Non, vous vous rappelez la duchesse, le nom m'échappe maintenant, qui se trouve sur la digue de Mer, avec Madame de Villeparisis, qui rencontre Proust et sa grand-mère. Alors elle voulait se mettre à notre niveau, mais alors elle se trompait un peu dans ses échelles d'évaluation. Alors elle nous traitait un peu comme on dirait qu'on aurait flatté le museau d'une antilope aux eaux de Vincennes. Bon, ça c'est amusant. Et puis vous avez aussi, alors c'est un passage que j'aime assez bien parce que c'est à cheval sur le snobisme et sur la politique. C'est le duc de Guermantes qui est très déçu parce que le mari d'Oriane, parce que Swann, qui était un de leurs amis, était Dreyfusard. Alors là, je dois dire, voilà, je ne discuterai pas politique avec vous, Frau Berville, dit Monsieur de Guermantes, mais pour ce qui concerne Swann, je peux dire franchement que sa conduite à notre égard a été inqualifiable. À notre égard, c'est drôle. Patronné jadis dans le monde par nous, par le duc de Chartres, on me dit qu'il est ouvertement Dreyfusard. Jamais je n'aurais cru cela de lui. Lui, un fin gourmet, un esprit positif, un collectionneur,
un amateur de vieux livres, entouré de la considération générale, un connaisseur de bonnes adresses qui nous a envoyé le meilleur porto qu'on puisse boire, un dilettante, un père de famille. Ah, j'ai été bien trompé. Je parle pas de moi, il est convenu que je suis une vieille bête dont l'opinion ne compte pas, une espèce de va-nu-pied. Mais rien que pour Oriane, il n'aurait pas dû faire cela. Il aurait dû désavouer ouvertement les juifs et les sectateurs du condamné. Oui, après l'amitié que lui a toujours témoigné ma femme, reprit le duc, qui considérait évidemment que condamner Dreyfus pour haute trahison, quelque opinion qu'on eût dans son fort intérieur sur sa culpabilité, constituait une espèce de remerciement pour la façon dont on avait été reçu dans le faubourg Saint-Germain. Il aurait dû se désolidariser. Là, franchement, on peut dire que c'est carrément comique. Vous voyez que Proust peut même faire rire à gorge déployée. Franck Ferrand, Hippolyte Wouters, je voulais savoir si vous aviez été ému par ces images d'archives qu'on a retrouvées très récemment. C'est un professeur à l'université à Québec, Marcel Proust, donc on a retrouvé dans un film de mariage de 1904. Qui montre un Proust tout vivant, vous l'avez vu. Mais j'ai dû m'y reprendre à 10 fois avant de le repérer, oui. Vous avez d'ailleurs sur la couverture de votre ouvrage choisi une des photos les plus drôles qu'on ait de Proust, puisqu'il est en train, avec une raquette de tennis, de jouer de la mandoline. Oui, c'est assez... le club de tennis de Neuilly, je crois. Voilà. Ça montre qu'il manque pas d'humour dans la vie, bien entendu. Non, il faisait peu de traits d'esprit, sauf qu'il les mettait dans la bouche de ses personnages. C'est ça, oui. Ce qui prouve qu'il en avait. Oui, d'ailleurs, les traits qu'il place dans la bouche de ses personnages sont très souvent des traits d'esprit connus de personnages de son temps. Oui, c'est probable. D'ailleurs, il y avait un livre, il faudrait le retrouver, un ouvrage qui avait repris justement les bons mots, des salons de 1900 qui se retrouvent justement dans la recherche du temps perdu. L'un des aspects de cet humour, c'est ce que je voulais faire transparaître en évoquant notamment le personnage de Françoise dans le long chapitre Combray, c'est l'extrême vérité des notations. Il y a chez Proust une capacité à approcher d'extrêmement près la vérité des êtres et des situations. Hippolyte Wouters. Mais c'est exactement ça. C'est un observateur, en fait. C'est du comique d'observation. D'observation, c'est ça. Voilà. Il y a parfois du comique de situation. Enfin, je considère qu'il est moins fort que son comique d'observation. Et comique de comparaison aussi. Dieu sait que la métaphore est très présente dans l'œuvre de Proust. Il compare constamment, toujours comme on dirait, comme on verrait, comme on aurait pensé, etc. Non, enfin, ça fait partie, je dirais, de l'illustration de son comique d'observation, si vous voulez. C'est pas fondamental, c'est une manière de mieux le présenter. L'un des traits pour juger de l'humour d'un auteur, c'est de voir s'il est capable, oui ou non, de se moquer de lui-même. Ah oui. Or, Proust, en l'occurrence, se moque volontiers de lui-même. Pour moi, l'autodérision permanente. Pour moi, le self-humour, si je puis dire, de Proust était extraordinaire. Et je dirais que c'est la partie la plus noble de son humour, à la fois la plus intelligente et la plus salutaire. Bon, parfois, son self-humour, il le place, si vous voulez, dans le personnage de Swann, parce que Proust et Swann, quand Swann est jaloux, c'est que Proust est jaloux. Donc, il reflète simplement dans... La jalousie étant un des aspects les plus importants. Oui, il était... il y a deux livres qui ont véritablement été consacrés à la jalousie, qui sont La prisonnière et la disparue, ou La fugitive, oui. Donc, Albertine disparue, c'est ça, ou La fugitive. Mais alors, ça donne lieu parfois à des pages, si ça vous amuse. Oui, bien sûr, mais nous sommes là pour ça. Mais, par exemple, à un certain moment, Swann, qui était, comme vous le savez, très, très, très amoureux d'Odette, qui lui rendait de plus en plus tièdement ses sentiments, se voit dire par Odette qu'elle part en week-end à Pierrefonds avec des amis et sans lui. Alors Proust, il est évidemment, Proust, oui, c'est un lapsus freudienne. En l'occurrence, c'est Swann. C'est Swann. Se voyant donc ainsi mis devant le fait accompli, est profondément malheureux, et alors il fait une espèce de monologue intérieur. Il dit, pensez qu'elle pourrait visiter de vrais monuments avec moi, qui a étudié l'architecture pendant 10 ans. Et qu'à la place, elle va, avec les dernières des brutes, s'extasier successivement devant les déjections de Louis-Philippe et de Viollet-le-Duc, il me semble qu'il ne faut pas être artiste pour cela. Mais, quand elle était partie à Pierrefonds, hélas, sans lui permettre d'y aller de son côté, car cela ferait un effet déplorable, disait-elle, il se plongeait dans le plus enivrant des romans d'amour.
l'indicateur des chemins de fer. Il lui indiquait les moyens de la rejoindre ce soir, cet après-midi, ce matin même, que dis-je, les moyens, presque davantage, l'autorisation, parce qu'enfin, les indicateurs et les trains eux-mêmes n'étaient pas faits pour des chiens. Si on faisait pas savoir au public par voie d'imprimé qu'à 8 heures partait un train qui arrivait à Pierrefonds à 10 heures, c'était donc qu'aller à Pierrefonds était un acte licite, pour lequel la permission de dette était superflue, et c'était aussi un acte qui pouvait avoir un tout autre motif que le désir d'avoir Odette, puisque des gens qui ne la connaissaient pas l'accomplissaient chaque jour en assez grand nombre pour que ça valût la peine de faire chauffer des locomotives. Elle ne pouvait tout de même pas l'empêcher d'aller à Pierrefonds s'il en avait envie. Or justement, il sentait qu'il en avait envie, et même s'il n'avait pas rencontré Odette, certainement il y serait allé parce qu'il y avait longtemps qu'il voulait se faire une idée un peu plus précise des travaux de restauration de Viollet-le-Duc. C'était vraiment pas de chance qu'elle lui défendit le seul endroit qui le tentait aujourd'hui. Aujourd'hui, s'il voulait, il y allait malgré son interdiction, il pourrait la voir aujourd'hui même, mais si elle avait rencontré à Pierrefonds quelqu'un différent, elle lui dit joyeusement, tiens, vous ici, elle l'aurait invité à la rejoindre à l'hôtel où elle était descendue. Si elle le voyait, lui, Swann, elle se sentirait suivie, elle l'aimerait moins, peut-être se détournerait-elle de lui avec colère, en lui disant tour, alors, je n'ai plus le droit de voyager, alors qu'en somme, c'était lui qui n'avait plus le droit de voyager. À un certain moment, Swann avait imaginé, pour pouvoir aller à Pierrefonds sans avoir l'air que ce fut pour rencontrer Odette, de s'y faire inviter par un de ses amis, le marquis de Forestel, qui avait un château dans le voisinage. Swann s'imaginait déjà là-bas avec son ami, même avant d'y voir Odette, même s'il ne pourrait pas l'y voir. Quel bonheur il aurait à mettre le pied sur cette terre où, ne sachant pas l'endroit exact, à tel moment de sa présence, il sentirait palpiter partout la possibilité de sa brusque apparition. Dans la cour du château, devenu beau pour lui parce que c'était à cause d'elle qu'il était allé le voir. Dans toutes les rues de la ville qui lui semblaient romanesques. Sur chaque allée de la forêt rosée par un couchant profond et tendre, asiles innombrables et alternatifs où venait se réfugier, dans l'incertaine ubiquité des espérances, son cœur heureux, vagabond et multiplié. Surtout, dirait-il à monsieur de Forestel, prenons garde à ne pas tomber sur Odette. Nous nous voyons déjà tous les jours à Paris et ce ne serait vraiment pas la peine de ne pas pouvoir faire un pas les uns sans les autres. Et son ami ne comprendrait pas pourquoi, une fois là-bas, il inspecterait les salles à manger de tous les hôtels de Pierrefonds sans se décider à s'asseoir dans aucune de celles où pourtant on n'avait pas vu trace d'Odette, recherchant ce qu'il disait vouloir fuir, et du reste le fuyant dès qu'il l'aurait trouvé, parce que s'il avait rencontré Odette, il s'en serait écarté avec affectation, content qu'elle l'eût vu, content surtout qu'elle l'eût vu, ne se souciant pas d'elle. Mais non, hélas, elle se rendrait bien compte que c'était à cause d'elle qu'il était là, et quand son ami viendrait pour le chercher, il lui dirait non, hélas, je ne peux pas aller à Pierrefonds aujourd'hui, d'Odette y est justement. Et Swann était heureux de sentir, malgré tout, que si seul de tous les mortels, il n'avait pas le droit en ce jour d'aller à Pierrefonds, c'était qu'il était pour Odette quelqu'un de différent des autres, son amant, et que cette restriction apportée pour lui au droit universel de la libre circulation n'était qu'une des formes de cet esclavage et de cet amour qui lui était si cher. Bravo. Hippolyte Wouters ne lisait pas Proust, je précise qu'il le disait. Voilà, donc ça me paraît être, disons, un des sommets de, si vous voulez, du self-humour proustien, qui pour moi provoque en tout cas le rire intérieur, ce rire dont Marcel Pagnol disait que c'était un don que Dieu avait fait à l'homme pour le consoler de l'avoir fait intelligent. Au cœur de l'histoire, aujourd'hui au cœur de l'humour de Marcel Proust, avec à vos côtés Franck Ferrand, Hippolyte Wouters, auteur de l'humour du côté de chez Proust. Les personnages qu'il décrit sont parfois carrément ridicules. Je pense au docteur Cottard, je pense au mari de Madame Verdurin, Monsieur Verdurin, qui est quand même un singulier crétin, pardon, mais il le décrit dans des termes effrayants. Je pense évidemment au marquis de Norpois, Hippolyte Wouters. Le diplomate. Oui, c'est un modèle de diplomate, si je puis dire, mais surtout un modèle de crétin. Oui. Pontifie sur l'actualité, oui. Sur le l'art de parler jusqu'à ce qu'il ait quelque chose à dire. et certains sont quasiment décrits
pour faire rire. La vision qu'il donne du baron de Charlus, qui peut parfois atteindre à des accents pathétiques ou tragiques, est souvent comique, disons-le. Ah, tout à fait, oui, notamment la rencontre entre Cottard et Charlus, qui est extraordinaire. Ah, ça, c'est du comique de situation. Ah oui, ça, c'est du comique de situation. Mais il faut raconter en 2 mots nos auditeurs, parce que tout le monde n'est pas au fait de cette rencontre. Donc, Charlus, c'est l'homosexuel notoire, dont les bons pères de famille se tiennent toujours à distance, et Cottard, c'est tout l'inverse, hein. Cottard. Non, Cottard est un médecin de province qui est monté à Paris, qui ne connaît pas ni les mœurs, ni les usages, ni Paris. Il ne connaît pas Paris. Et donc, il voit arriver Monsieur de Charlus, dont il avait entendu dire qu'il avait des mœurs spéciales. Et alors, il tremble à l'idée d'être violé par Monsieur Charlus, qui est simplement aimable avec lui, comme on le serait avec quiconque. Et ça donne une situation comique quasi molièresque. Là, c'est molièresque. Mais ce genre de comique de situation est assez rare. Là, ça, c'est une scène quasiment de farce qui fait vraiment rire, qui a été écrite pour cela. C'est assez rare chez Proust, hein, encore une fois. Il y en a quelques-unes. Enfin, je dirais, ça ne vaut pas son comique d'observation. Bien entendu. Je vais vous dire une chose. Pour moi, ce qui fait le génie de Proust, c'est que Balzac, par exemple, décrit magnifiquement les défauts humains. Et Proust décrit encore plus magnifiquement les efforts que les gens font pour cacher leurs défauts, ce qui leur donne en fait un surcroît de relief. Bien sûr. Je crois que ça, c'est la grande différence entre les deux. Voilà, et vous parlez de relief, on pourrait parler aussi d'une densité des personnages. Ils ont une existence propre, ils ont un caractère extrêmement précis, on les entend, ils ont une couleur, je sais pas comment dire ça. Oui. Et ce qui est fort, c'est que de volume en volume, et plus on avance dans les lectures de la recherche, plus ces personnages gagnent en densité. Ils ne se diluent pas, contrairement à ce qu'on trouve dans tellement d'œuvres. Là, au contraire, ils gagnent en densité. Et dans le fameux bal des têtes du prince de Guermantes, à la toute fin de la recherche, dans le temps retrouvé, le fait que tous ces gens-là aient beaucoup vieilli, qu'ils se soient rigidifiés, caricaturés, qu'ils soient en quelque sorte prisonniers de leur propre masque, ils sont devenus leur momie, les rend à la fois profondément ridicules et assez touchants, d'une certaine manière. Pathétique, absolument. J'ai retrouvé, je suis ravi, parce que vous nous parliez tout à l'heure de la rencontre sur la digue de Balbec du narrateur avec sa grand-mère, qui rencontre Madame de Villeparisis, qui donc est une vieille connaissance de la grand-mère, en présence de la princesse de Luxembourg. Voilà, cependant, nous dit le narrateur, la princesse de Luxembourg nous avait tendu la main et de temps en temps, tout en causant avec la marquise, elle se détournait pour poser de doux regards sur ma grand-mère et sur moi, avec cet embryon de baiser qu'on ajoute au sourire quand celui-ci s'adresse à un bébé avec sa nounou. Même dans son désir de ne pas avoir l'air de siéger dans une sphère supérieure à la nôtre, elle avait sans doute mal calculé la distance, car, par une erreur de réglage, ses regards s'imprégnèrent d'une telle bonté que je vis approcher le moment où elle nous flatterait de la main comme 2 bêtes sympathiques qui eussent passé la tête vers elle à travers un grillage au jardin d'acclimatation. Aussitôt du reste, cette idée d'animaux et de bois de Boulogne prit plus de consistance pour moi. C'était l'heure où la digue est parcourue par des marchands ambulants et criards qui vendent des gâteaux, des bonbons et des petits pains. Ne sachant que faire pour nous témoigner sa bienveillance, la princesse arrêta le premier qui passa. Il n'avait plus qu'un pain de seigle, du genre de ceux qu'on jette au canard. La princesse le prit et me dit « C'est pour votre grand-mère ». Pourtant, ce fut à moi qu'elle le tendit, en me disant avec un fin sourire « Vous le lui donnerez vous-même », pensant qu'ainsi mon plaisir serait plus complet s'il n'y avait pas d'intermédiaire entre moi et les animaux. C'est assez cruel en même temps. Il y a une forme de cruauté incontestable chez Marcel Proust. À mon sens, tout à fait justifié. Envers la nature humaine. Bah oui. Finalement, vous êtes un désabusé, Hippolyte Wouter. Je suis un optimiste inquiet. Voilà. Et qui trouve finalement dans la proximité et la familiarité de Marcel Proust la consolation de se sentir moins seul. Voilà, exactement. Non, mais c'est roboratif. Mais c'est peut-être ce qu'on cherche aussi dans une œuvre comme celle-là. Absolument. Voir que d'autres ont non seulement ressenti, mais parfaitement analysé et su exprimer ce que bien souvent on n'a fait que ressentir de manière indistincte. Il nous apprend pas des choses qu'on ignore, il nous apprend des choses qu'on sait déjà, mais qu'on ne savait pas encore très bien qu'on savait. Il nous fait venir à niveau de ce qu'on pressent. Ça porte un nom, ça s'appelle l'intelligence des choses. Sans doute. Hippolyte Wouters, l'humour du côté de chez Proust, avec une préface d'Éric Orsena de l'Académie française. C'est aux éditions Glyph.